Mais alors, quelle est l'explication de cette récurrence, de cette répétition d'attaques terroristes, notamment ciblant l'aéroport? Le président Tiani n'a pas fui la question du journaliste Abdoulaye Tinodo. Il a assumé, il a fait face à la question. D'abord, le président Tiani nous invite à méditer sur la géographie du Niger. Il dit, souvenez-vous, depuis le 26 juillet 2023, on ne donnait pas 2 semaines au régime du CNSP. La France et ses affidés, la France et ses valets de la CEDEAO néocolonisée avaient juré la perte du régime du président Tiani en 2 semaines. Voilà pourquoi toutes ces entités démoniaques ont mis en place un embargo contre le Niger, un embargo qui a duré 1 an. Le Niger, qui est un pays sans littoral, placé sous embargo, subissait ainsi la violation même du droit international. Le droit international interdit de mettre sous embargo des pays qui n'ont pas de littoral, c'est-à-dire qui n'ont pas d'accès direct à la mer, à l'océan. En violation du droit international, on a décrété que le Niger devait être mis sous embargo. Le président Tiani en profite pour saluer la sagesse, la densité panafricaine du président togolais, Faure Gnassingbé Sozina, qui a refusé d'appliquer l'embargo criminel de la CEDEAO et de la France. Un pays comme le Niger à la base, qui se retrouve empêché de commercer via le Nigeria, empêché de commercer via le Bénin, empêché de commercer même via le Ghana, empêché de commercer via les ports ivoiriens. Un tel pays, qu'est-ce qui lui reste comme unique couloir pour pouvoir faire entrer et sortir des marchandises urgentes, par exemple comme les médicaments, des marchandises urgentes comme les pièces détachées, bref, tout ce qui est vraiment absolument nécessaire au fonctionnement de l'État. Le seul couloir qui lui reste, c'est tout naturellement le couloir aérien. Et l'aéroport principal du Niger, c'est l'aéroport président Hamani Diori du Niger. Ainsi, le grand pédagogue Abdourahmane Tiani nous permet de comprendre pourquoi c'est cet aéroport que les mercenaires d'Emmanuel Macron, à savoir donc les terroristes du NIM, de l'EIS, c'est sur cet aéroport qu'ils sont déterminés à mener des attaques massives. Car il s'agit tout naturellement d'empêcher le Niger de disposer de son canal le plus sûr actuellement pour commercer avec le monde, à savoir l'aéroport de Niamey. D'abord, on comprend pourquoi on s'acharne à attaquer cela. Mais le président Tiani en a profité pour rappeler qu'il y avait d'autres cibles. Une école de guerre principale de la capitale était visée et la présidence de la République était visée. Il était donc question de renverser les institutions de l'État pour rétablir à la tête du Niger un dirigeant qui acceptera que la France continue le pillage, le vol multidécennaire des richesses du sous-sol nigérien qu'elle pratiquait. Tout le monde sait pourquoi le Niger est attaqué. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ça recommence. Mais ça recommence parce que l'aéroport de Niamey et la chute du régime du CNSP sont d'une importance capitale pour la survie du modèle politique français. Et là, le président Tiani nous amène à réfléchir sur le modèle politique français, sur le modèle politique et économique européen, sur le modèle politique et économique de l'Occident. Disons-en quelques mots. Le modèle politique et économique français, le modèle politique et économique européen, le modèle politique et économique occidental a intégré depuis 600 ans le pillage du monde pour combler le déficit de réserves naturelles stratégiques de l'Occident. L'Amérique et l'Europe de l'Ouest, mises ensemble, y compris donc l'Angleterre, n'ont presque rien dans leur sous-sol. Ce conglomérat occidental a donc conçu, depuis 600 ans, de s'organiser en armada pour mener des razzias en Afrique, des razzias en Asie, des razzias en Amérique, des razzias dans les îles de l'océan Atlantique et Indien afin de se procurer gratuitement des matières premières permettant de renforcer son boom capitalistique, son boom industriel, sa suprématie technologique et militaire. L'Occident a intégré la guerre de razzia, le vol et le pillage de tous les continents comme étant une variable fondamentale de sa puissance, de son hégémonie, de sa domination du monde. À partir de là, vous comprenez pourquoi, tant qu'Emmanuel Macron ou des néocolonialistes vont diriger la France, tant que des néocolonialistes, des impérialistes tributaires de cette doctrine du pillage du monde pour l'hégémonie de l'Occident vont diriger l'Europe, vont diriger les États-Unis ou l'Angleterre, les pays africains qui détiennent des matières premières stratégiques seront en permanence attaqués. Le président Abdourahmane Tiani introduit le concept de guerre permanente.
À partir du moment où vous avez en permanence des richesses stratégiques dans votre sous-sol, sachez, Africains, qu'on vous fera en permanence la guerre. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Tout pays africain qui sait qu'il détient dans son sous-sol des richesses stratégiques doit noter, même dans sa constitution. Nous savons que nous serons en guerre permanente avec les rapaces des autres pays et continents dépourvus de richesses comparables aux nôtres. Il faut que ce point soit inscrit dans les constitutions africaines. Et c'est ce que le président Tiani a rappelé aux Nigériens. Pourquoi on réattaque l'aéroport? Parce que la France a vécu et compte vivre du pillage de l'Afrique. Le Niger est en train de lui fermer les robinets. Le Mali lui fermer les robinets. Le Burkina Faso lui fermer les robinets. La France a perdu l'uranium du Niger. Elle a perdu l'or du Mali et du Burkina Faso. Elle est en passe de perdre les matières premières stratégiques de plusieurs autres pays pris par la fièvre de la révolution panafricaine. La France est donc décidée à briser les reins de l'Alliance des États du Sahel et elle est soutenue en cela, nous a rappelé le président Abdourahmane Tiani, par l'Europe. Et l'Europe est soutenue en cela par l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'Occident politique a construit toute sa puissance sur le pillage du monde, sur les guerres illégales, sur des agressions sous toutes sortes de prétextes. Écrivez ça. Ainsi a parlé le président Tiani, c'est profond et c'est vrai. Cela correspond parfaitement aux enseignements que nous avons délivrés dans ce livre de référence, l'impérial terrorisme. Forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique et preuves irréfutables de l'offensive de l'OTAN en Afrique. Ce livre est connu et c'est l'un des livres qui me vaut tout naturellement la crucifixion d'État d'Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, qui d'ailleurs s'est adressé à cet effet à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, afin que celui-ci ferme mon compte auteur et m'empêche de vendre mes livres sur Amazon. À cause de ce livre, dans lequel il n'y a que des preuves occidentales du rôle éminent de tous les pays occidentaux, de tous les pays de l'OTAN, dans l'expansion, la création, l'armement, la médiatisation, la légitimation du terrorisme. Voilà ce que le président Tiani a enseigné. Donc que personne, nous dit le président Tiani, ne vienne encore s'étonner qu'on attaque le Mali, qu'on attaque le Niger, qu'on attaque le Burkina Faso et qu'on essaye de recommencer. Nous devons intégrer cela dans notre mentalité, intégrer cela dans notre pensée, intégrer cela dans nos prières, intégrer cela dans nos méditations. Nous serons éternellement combattus. Parce que Dieu Tout-Puissant a voulu que nous, Africains, nous soyons les pays les plus riches du monde. Que nous soyons le continent le plus riche du monde. On nous combattra toujours. Il n'y a pas un jour où l'Occident arrêtera de fomenter des plans pour nous soumettre, pour nous diviser. Le président Tiani en a profité pour dire, à cause de la faiblesse de notre niveau de conscience, l'Occident continue à utiliser des Africains pour tuer des Africains dans l'intérêt de l'Occident et du Moyen-Orient. Le président Tiani a eu un moment de compassion quand il a dit, on nous oblige, nous, les armées africaines, qui défendons la souveraineté africaine, à tuer nos propres frères africains, qui sont recrutés comme mercenaires, terroristes, impérialistes par la France, par l'Union européenne, par l'OTAN. On nous oblige à tuer nos propres enfants pour qu'ils ne tuent pas notre civilisation, pour qu'ils ne tuent pas notre continent. Nous, avec nos armées, nous sommes obligés de tuer certains de nos propres enfants qui sont utilisés contre l'intérêt collectif. Voilà le malheur de la conscience du soldat combattant africain aujourd'hui. Le malheur de l'Afrique veut que les armées qui défendent véritablement l'Afrique soient obligés d'éliminer certains Africains qui se sont mis au service de l'ennemi de l'Afrique, à savoir l'impérialisme occidentalo-moyen-oriental. Voilà comment, à partir de l'analyse de l'attaque de l'aéroport de Niamey, le président Tiani nous amène à une prise de conscience de la condition de guerre permanente contre l'Afrique sur le territoire africain par les puissances occidentales et moyen-orientales. Et il demande à tout le monde d'intégrer cela dans tous ses plans de vie. Nous serons toujours en guerre. Et donc, nous devons nous préparer à nous défendre tout le temps. Pour prendre une image, nous devons d'une main tenir la truelle pour bâtir notre continent et de l'autre main, nous devons tenir l'épée pour le défendre. Je recommence. Nous devons d'une main tenir la truelle pour bâtir notre continent et de l'autre main, nous devons tenir l'épée pour le défendre. Il en sera ainsi désormais partout et toujours où le message est passé. La truelle pour construire, l'épée pour se défendre. Tout pays africain qui dépose l'épée
eh bien, ce n'est pas la peine de tenir la truelle. Parce que tout ce qu'on va construire, ils vont le détruire. Nous devons tenir d'une main la truelle et de l'autre l'épée. C'est la loi de la terre. Le monde est méchant. Ici, est bête. La terre est dure. La terre n'est pas faite pour les enfants de cœur. Les enfants du bon Dieu ne sont point des canards sauvages. Africains, qui tombent dans la naïveté. Eh Dieu, sauve-nous. Dieu nous a donné un cerveau. Il ne nous a pas demandé de nous arrêter, de ne pas l'utiliser. Et ça n'a pas commencé par nous tout seuls. Je reprends là métaphoriquement une réponse célèbre du regretté commandant docteur, eh bien, Toumba Diakité, au procès célèbre de Conakry. Quand on lui demande comment êtes-vous sorti de Conakry, par voie de fer, par voie d'air, par voie de terre ou de mer, Toumba Diakité répond, maître, laissez ça, vous ne m'avez pas aidé. On recommence la question et lui dit, Dieu m'a donné des pieds. Quand on lui dit, vous avez fui, il dit, mais Dieu m'a donné des pieds. Et il ne m'a pas dit de m'arrêter et ça n'a pas commencé par moi tout seul. Nous, Africains, Dieu nous a donné la capacité de penser, il nous a donné un cerveau. Et c'est pour que nous nous en servions, pour savoir que pour que nous soyons respectés dans ce monde, nous devons être craints aussi. Donc nous devons tenir la truelle pour construire, pour bâtir d'une main et de l'autre l'épée, pour nous défendre. Parce que de toutes les façons, personne ne nous défendra mieux que nous. Voilà l'enseignement du président Tiani dans sa densité et sa profondeur. Maintenant, j'aborde la seconde attaque qui a été passée au peigne fin par le président Abdourahmane Tiani. On l'interroge alors sur le cas des attaques au Mali, des attaques que la sous-région a subies. Et là, le président Tiani va se pencher notamment sur l'attaque du 25 avril 2026 et il va nous délivrer à ce moment-là un savoir profond. Je voudrais ici lui laisser un peu la parole pendant au moins 4 minutes parce que c'est une séquence inoubliable. Dans cette séquence-là, le président Tiani dévoile l'ampleur du complot contre l'Afrique. L'ampleur du complot contre l'Afrique. Je voudrais ici lui laisser la parole. Car en fait, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Président, vous avez la parole. Rappelez-vous, il n'y a pas 3 semaines, ces mêmes terroristes dont vous parlez, que nous appelons des mercenaires, avaient pris la tête de Assimi Goïta, la tête de généraux Indao et Diallo et l'autre, Lassina, au Mali. Mais d'où leur vient l'argent? Nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, il ne peut pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé, on dit bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, il n'attend aucun franc. Rien. De la BCAO. Et maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité,
rien reste d'humain, il ne peut nous condamner. Vraiment. Il ne peut condamner notre démarche. Donc, que les Nigériens se posent des questions, je suis surpris. Parce que ça fait la énième intervention que j'ai faite. Je me dis qu'ils ont eu suffisamment d'éléments d'appréciation et pour que, comme c'est des êtres humains, qu'ils utilisent cette faculté que Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans leur tête pour analyser les événements et réfléchir surtout. D'accord. Donc, justement, les attaques vont se répéter. Il n'y a que notre détermination, notre volonté à contraindre les Français et les Européens à changer de regard vis-à-vis des Africains qui pourra mettre fin à ces attaques-là, comme d'autres peuples l'ont réussi en Asie, à côté de nous, en Algérie. Vous croyez que les Algériens se sont couchés pour attendre la clémence des Français? Les Algériens se sont battus. Et je suis surpris que les gens pensent que la liberté s'obtient en se couchant sur le lit. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous mener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre. Merci beaucoup, Excellence. Dans cette séquence de près de 5 minutes que je viens de vous faire écouter, le président Abdourahmane Tiani nous donne une cartographie des sources de l'agression terroriste impérialiste que le Mali a subi, que l'Alliance des États du Sahel subit. De manière très formelle, il nous rapporte un fait qui s'est déroulé sous ses yeux et qui est documenté par l'administration nigérienne, à savoir l'acheminement de milliards de francs CFA au groupe terroriste. Quel est le pays qui fabrique les francs CFA? Le pays qui fabrique les francs CFA, c'est la France. L'usine de fabrication des francs CFA se trouve à Chamalières. Donc c'est la France qui finance le terrorisme en Afrique. Mieux, la presse française officielle elle-même l'a reconnu dans le célèbre article du 30 juillet 2014 publié par France 24 et qui disait que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel et qu'elle utilisait le mécanisme du paiement des rançons pour renflouer les caisses des terroristes. L'article en question est documenté ici. On a une deuxième information, c'est que l'avion qui acheminait l'argent pour les terroristes a eu une panne qui l'a obligé à atterrir d'urgence dans un pays. Et dans quel pays cet avion a-t-il atterri? Le président Abdourahmane Tiani refuse de nous le dire. Question. Pourquoi le président Abdourahmane Tiani refuse de nous dire le pays dans lequel l'avion a atterri d'urgence? Réponse. Incontestablement, parce que ce pays a des relations diplomatiques fraternelles correctes avec le Niger et avec l'Alliance des États du Sahel. D'où on peut faire l'hypothèse que c'est probablement un pays qui n'a pas participé à la curée de la CEDEAO contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso. Quels sont les pays qui ne se sont pas mêlés, étant voisins du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de venir les pays? Quels sont les pays qui ont refusé cela? Incontestablement, moi je pense au Togo, qui a joué un rôle éminent dans le refus. Je pense au Togo qui a joué un rôle éminent dans le refus, tout naturellement, de l'embargo. Bon, le président Tiani ne cite pas le pays, donc moi je ne suis pas certain que ce soit le Togo, mais je fais l'hypothèse que s'il n'a pas cité le pays, c'est parce que lui, en tant que chef d'État, ne veut pas mettre en difficulté un pays qui est ami du Niger, ami de l'Alliance des États du Sahel, en le disant. Mais nous sommes des analystes politiques. Nous faisons nos analyses. Moi, je fais l'hypothèse que c'est un pays qui, lui, ne s'est pas comporté de manière animale, de manière criminelle, monstrueuse envers l'AES, envers le Niger. Pour moi, c'est un pays comme probablement le Togo. Pour moi, c'est le Togo à 75%. Et c'est un mérite pour le Togo. Je félicite, dans cette hypothèse-là, qui n'est pas une hypothèse certaine, je félicite le Togo. Bon, ça peut aussi être un autre pays qui n'a pas attaqué l'AES, qui n'a pas participé à l'attaque de l'AES, la Guinée Conakry.
Quoi qu'on puisse penser du régime du président Mamadi Doumbouya, ce régime ne s'est pas associé aux attaques contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est un pays de la CEDEAO. Donc c'est soit le Togo, soit la Guinée. Et dans les deux cas, nous félicitons les autorités togolaises et les autorités guinéennes pour n'avoir pas participé ouvertement à cela. Le Ghana, sous Nana Akufo-Addo, faisait partie des agresseurs. Sous John Mahamad Dramani, certes, le Ghana a un peu modulé son attitude, mais je ne suis pas sûr que le Ghana soit sorti très clairement des directives de l'OTAN. Parce que John Mahamad Dramani nous a donné des signes et des contre-signes qui prouvent qu'il n'est pas au clair avec le projet de l'émancipation africaine. Donc pour moi, l'hypothèse la plus forte est pour le Togo, la seconde hypothèse est pour la Guinée.